Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, lundi 22 septembre, avec vous pour commenter l'actualité et avec Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour, on vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis et sur YouTube. Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, créateur de la lettre d'information Théopolitique. Bonjour à vous. Bonjour. Et Brice Sokol, politologue, essayiste, et vous avez publié avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue, qui est paru aux éditions de l'Aube, et il y a un nouveau livre qui arrive, nous a dit Frédéric la semaine dernière, début novembre. Donc Emmanuel Macron s'apprête à reconnaître la Palestine. Fatigue ce matin entre les invectives des uns et des autres à propos des drapeaux palestiniens. On va y revenir. Dites-nous ce que vous en pensez. On a envie de vous entendre, vous, auditeurs de Sud Radio. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous vous sentez concerné par cette reconnaissance de la Palestine? 0826 300 300. On va revenir aussi sur l'hommage à Charlie Kirk, martyr de la liberté d'expression. Puis j'aimerais bien qu'on parle de Donald Trump, parce que je trouve que depuis quelques jours, alors vous me dire ça fait peut-être plus longtemps, il a quand même des déclarations, alors c'est peut-être très américain, mais qui sont un petit peu inquiétantes. Vous voulez dire, Valérie, que jusque-là, tout allait bien? Non, j'ai pris la précaution de dire ça fait peut-être, mais là, je trouve hier il a quand même traité Joe Biden de trou du cul. Enfin, pardon, c'est pas, voilà, ça peut interroger. Bon, c'est un résumé un peu hâtif. C'est pas très présidentiel. Non, pas très, mais bon. Passe d'armes entre Gabriel Zucman et Bernard Arnault. Donc, le mot du jour, ce serait peut-être fatigue. Alors, vous m'avez trouvé le complément. Fatigue démocratique ce matin, en regardant les informations, en regardant les réseaux sociaux, les invectives des uns et des autres, toujours à propos de la Palestine. Je voyais sur la décision de la maire de Paris d'afficher le drapeau israélien et le drapeau palestinien avec une petite colombe, les insultes des uns et des autres, en particulier de la France insoumise, qui sont particulièrement virulentes. Voilà, que ce conflit soit à ce point présent dans notre société, en tout cas dans les médias, m'interroge. Moi, j'étais en région, comme on dit, ce week-end. J'ai pas rencontré beaucoup de gens que ça intéressait, très honnêtement. Brice Sokol, vous la partagez, cette fatigue? Moi, je partage avec vous cette fatigue démocratique, mais comme une majorité de Français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus clivante, et on a des forces politiques qui ne cessent de nous éloigner de cet espace de dialogue qu'on a connu pendant des années, et on va vers des radicalités. On le voit sur tous les sujets. On l'a vu là aux États-Unis avec parliez de paroles de M. Donald Trump. On le voit en France avec les déclarations de l'extrême gauche sur le sujet palestinien. Moi, ce qui m'a choqué, encore une fois, je ne comprends pas cette volonté de radicalisation. Moi, j'appelle ça l'allégeance à Jean-Luc Mélenchon. Enfin, les déclarations de M. Faure, qui a une semaine demande à toutes les collectivités de mettre un drapeau palestinien. Enfin, il a allumé une mèche. On confond la politique internationale, la politique nationale. On cherche le conflit, on cherche la radicalisation. On est à quelques mois des élections municipales et présidentielles. On mélange tout. Les Français n'y comprennent plus rien. On monte les Français les uns contre les autres à un moment de notre histoire politique où on aurait besoin de rassembler et d'avoir du commun. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Et je suis comme vous, et comme cette majorité de Français, fatigué. Oui, fatigué, mais c'est aussi la responsabilité du président de la République. C'est lui qui a divisé les Français. C'est sa responsabilité. Oui. C'est lui la France, c'est lui qui va reconnaître ce soir la Palestine devant l'ONU. Mais pourquoi ? Pour qui, avec qui, comment, dans quelles conditions ? C'est juste un geste qui est important. Et je trouve qu'en le faisant ce soir, dans un contexte qui n'est pas le bon, il désymbolise ce geste complètement. Et puis surtout, il rend service ni aux Israéliens, ni aux Palestiniens. Il se rend service qu'à lui-même en faisant ça. Il veut exister. Et puis il veut exister, il veut qu'on se rappelle de lui, il veut se racheter une légitimité. Mais vous savez, moi je suis, comme tout le monde apparemment ce matin, fatigué sur le plateau, alors qu'on est le 20 septembre, le 22 septembre. Je regardais ce matin les informations et je voyais un maire qui était tout content d'afficher le drapeau palestinien sur le fronton de sa mairie, un journaliste qui était tout content de montrer ça, alors que c'est interdit, et derrière, un jeune derrière ce maire qui était là tout content de mettre le drapeau LGBT à côté du drapeau palestinien. Or, je ne vais pas vous expliquer
ce qui se passe pour la population LGBT dans les territoires palestiniens, pour bien connaître ce sujet, ça servirait à rien. Effectivement, je crois qu'on mélange tout. Je crois que ça n'intéresse pas beaucoup de monde au final, que ça a intéressé à force beaucoup de monde parce qu'on parle que de ça dans les médias et que encore une fois, ce soir, ça va passer en dessous des radars totalement, alors que c'est un sujet extrêmement important. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Moi, j'aimais bien un vieux truc, vous savez, ça s'appelait la République. C'était pas mal, c'est-à-dire il y avait quelques principes simples. Et par exemple, sur une mairie, on met le drapeau français, et à mon sens, on met aussi le drapeau de l'Union européenne, mais on peut toujours discuter de la place du drapeau de l'Union européenne, moi je suis pour, mais vous voyez, on met le drapeau officiel, représentant notre pays et les institutions auxquelles il participe. Et c'était très bien, voilà. Alors, l'initiative d'Anne Hidalgo, qui consiste à mettre les deux, pourquoi pas, mais franchement, la République, avec ses principes un peu simple, qui s'impose à tout le monde, c'est mieux. Sauf que on a commencé, parce qu'effectivement ça fait longtemps. On nous a dit on n'a pas fait le même foin quand il y avait le drapeau ukrainien. Oui, mais moi, personne ne s'est élevé contre le drapeau ukrainien. Non, mais c'est pourquoi moi j'ai toujours été. Alors là, je pense que je suis absolument constant. Je pense que justement, il fallait pas ni le drapeau ukrainien, ni le drapeau d'aucune couleur que ce soit, d'aucun mouvement que ce soit, d'aucune sensibilité, sexualité, religion. Voilà. Oui, c'est le drapeau français. Moi, je sais pas. Je suis catholique, c'est pas un mystère. Je demande pas qu'on mette un crucifix sur la mairie. Vous voyez, quand chaque fois que des catholiques sont assassinés, et il y en a beaucoup qui sont tués en Afrique. En ce moment, dans l'indifférence générale. Voilà. Donc, voilà, c'est la République, c'est pas mal. Et si on s'en tenait là, on serait moins fatigué, justement. Mais puisque vous parlez de fatigue, il y a un truc quand même qui me gêne un peu, parce que on en fait partie aussi de cette fatigue. Bien vous savez, sûr. on parle parfois de fatigue informationnelle. C'est-à-dire les gens écoutent plus la radio, regardent plus la télé, ouvrent plus les médias, parce qu'on diffuse que des nouvelles anxiogènes. Et effectivement, ces nouvelles anxiogènes sont d'ailleurs très, très décalées, comme vous l'avez dit, de leur expérience quotidienne. Alors, moi, je partage Alexandra évidemment sur le frontispice de nos mairies, un seul drapeau, le drapeau de la France. Un seul drapeau, le drapeau de la France. C'est ce qui fait que nous avons en partage une certaine idée de la République, de notre pays. Et ça, je crois que ça ne devrait même pas être discuté. Quant à la reconnaissance de la Palestine ce soir, en un jour quand même un peu symbolique pour la communauté juive. Parce que c'est le nouvel an juif aujourd'hui, Rosh Hashanah. Aujourd'hui, bien que nous soyons effectivement dans une république laïque. Oui. Mais ça s'interdit pas de parler de religion, absolument. Je trouve que c'était à l'image de qui est le président de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de véritable conviction, qui est en permanence dans le en même temps. Je vous rappelle quand même que la faute originelle, c'est le refus de participer à la marche contre l'antisémitisme. Là, on est dans le n'importe quoi, parce que concrètement, est-ce que cela va mettre fin à la guerre à Gaza? Non. Est-ce que cela va changer quelque chose à la vie des Gazaouis? Non. Est-ce que les Palestiniens vont être libérés du Hamas? Non. Est-ce que les conditions qu'il avait préalablement fixées, qu'il a complètement oubliées, qui étaient quand même la libération des otages qui vivent dans des conditions effroyables et qui ont été complètement écartés de tout cela, voilà, tout ça est indécent. Et même, Alexandra, je vais aller plus loin dans ce que vous dites. Est-ce que ça va empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa guerre à Gaza? Je crois pas. Est-ce que ça va pas donner encore plus envie? Alors, je sais pas si vous avez besoin de raison, malheureusement, les extrémistes israéliens de pas annexer la Cisjordanie pour montrer leur souveraineté sur le territoire. Mais je crois que, au contraire, ça va leur donner encore plus envie. Ça va leur donner, évidemment, encore plus de liberté, si je puis dire, puisque ils l'ont dit d'ailleurs, puisque c'est terrible. En fait, c'est à l'image du président de la République. Voilà. Et je pense que c'est une frustration qu'il exprime de manière compensatoire, comme il n'a aucune prise sur ces événements, et y compris sur la dérive extrémiste horrible mais on ne comprend même pas son discours à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu sa vidéo hier, je me suis dit, mais de quoi il parle, à qui il parle, pour dire quoi? C'est variable. Ce sont des vérités successives. C'est un des problèmes d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2017, il invite M. Netanyahou au 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Il parle en exemple d'Israël comme la Start-up Nation, voulant faire de la France aussi une Start-up Nation. Puis il y a les événements du 7 octobre, puis il ne vient pas à la marche. La grande coalition contre le Hamas. La grande coalition, cette demande-là, il l'a faite aussi. Contre le Hamas. On l'a oublié, mais... Voilà, en fait, c'est un peu tout et son contraire. Il nous dit au mois de juillet
Et il envoie d'ailleurs un courrier à l'autorité palestinienne et il dit reconnaissance de l'État palestinien avec des contreparties. Ces contreparties aujourd'hui, elles sont oubliées. Puis hier soir, il fait un communiqué de presse ou une intervention devant la presse américaine en disant alors cette reconnaissance, oui, mais elle sera mise en œuvre. Pas d'ambassade avant. Si les otages ne sont pas libérés. En fait, ce qu'on peut lui reprocher, c'est cette incohérence, c'est-à-dire ce en même temps qui finalement rend illisible la politique étrangère, la politique nationale et la politique étrangère de la France. Et quand j'entends ce matin le ministre des Affaires étrangères des missionnaires dire aujourd'hui c'est un grand jour pour la paix, je ne suis pas persuadé que ni pour les Israéliens, ni pour les otages, ni pour les Palestiniens, ce soit un grand jour pour la paix. Oui, et puis juste une précision sur les drapeaux au fronton des mairies. Moi, j'ai souvenir que Christian Estrosi avait mis le drapeau israélien sur le fronton de la mairie, qu'il a été demandé qu'il l'enlève. Il a dû l'enlever dans la minute. Pourquoi on respecte pas les lois dans ce pays ? Bien sûr. Moi, j'ai vu ces maires, effectivement, braver... C'est ça le courage aujourd'hui en politique ? On se retrouve dans un instant. On aura Ludovic en ligne avec nous pour réagir sur ces drapeaux. Est-ce que ces drapeaux palestiniens doivent flotter sur le fronton de certaines mairies ? À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, nous évoquons la reconnaissance de la Palestine par le président de la République. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Et on a Ludovic en ligne avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Valérie, bonjour à vous. Vous nous appelez de Mont-de-Marsan. Tout à fait. Alors, vous vouliez réagir sur les drapeaux. Est-ce qu'il y a des mairies chez vous qui vont afficher le drapeau palestinien, à votre connaissance ? Alors dans les Landes, j'ai entendu parler de la mairie de Tarnos. Voilà. Après les autres, je ne sais pas trop. Sur Mont-de-Marsan, non, ça ne va pas se faire. Et ce que je voulais dire, c'est que, à mon sens, et je vais être un peu basique et binaire, le seul drapeau qui vaille sur les édifices républicains, c'est le drapeau français. Et d'ailleurs, l'article 2 de la Constitution le rappelle. L'emblème national, c'est le drapeau tricolore. Par contre, en effet, il n'y a aucun texte législatif, à ma connaissance, qui ne fixe les règles de pavoisement des bâtiments publics. Mais bon, il faudrait être quand même assez basique. Là, il y a quand même une question aussi symbolique, peut-être de clientélisme de la part d'une certaine gauche pour parler un électorat. On a eu, vous l'avez bien rappelé, on a eu un président qui n'a pas participé à la marche. On a importé un conflit, marche antisémitisme, pardon. On a importé un conflit en France. On ne se soucie plus des otages. Bien sûr que ce qui se passe à Gaza, ça, c'est terrible, hein, mais est-ce qu'on ne va pas affaiblir certains États ? Quid de l'État ? Est-ce qu'il existe un État en Palestine ? Parce que là, actuellement, on parle plus d'une autorité palestinienne, donc le Hamas, donc ça veut dire qu'on légitimerait le Hamas. Et je rappellerai que Charles de Gaulle disait que on reconnaît des États et non des régimes. Voilà. Oui, vous avez résumé en gros effectivement la problématique que pose cette reconnaissance, ce qu'évoquait Alexandra Spinner, à savoir quelle frontière, enfin quelle limite, quel État, où ça, avec quelle autorité. Je rappelle que le président de la République a été félicité par le Hamas. Ouais. Hein, on en est là quand même. Et par l'autorité palestinienne aussi, qui n'a pas fait d'élection depuis 25 ans. Oui, absolument. Non, mais c'est intéressant aussi, qui est dirigé par un chef qui s'appelle Mahmoud Abbas, qui est un ancien terroriste qui s'appelait Abou Mazen, et qui a fait construire une maison de 38 millions de dollars en Cisjordanie, qui s'est enrichi sur les subventions distribuées par l'État. Donc c'est intéressant ce que dit Ludovic, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est terrible ce qui se passe à Gaza, et même en Cisjordanie, ce qui est en train de s'y dérouler, il faut vraiment que ça s'arrête. L'annexion, le début d'annexion de la part des ministres d'extrême droite israéliens, c'est pas possible et c'est pas normal. Mais demain, si ce qui est en train de se passer, l'État palestinien est reconnu par la communauté internationale, avec qui la communauté internationale va parler, sur quelle base, sur quelle frontière, s'il y a des élections, si le Hamas gagne, ce qui est possible, hein. Ce qui est vraiment possible à Gaza et en Cisjordanie, ça voudra dire qu'on aura offert un État des terroristes à quelques kilomètres de Jérusalem et de l'État d'Israël. En fait, on a fait tout à l'envers. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que c'est une reconnaissance symbolique, ce n'est pas une reconnaissance juridique. Pour qu'il y ait une reconnaissance juridique des États, il faut qu'il y ait un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur une résolution proposée par le Conseil de sécurité.
Or, ce n'est pas le cas puisque les États-Unis s'opposeraient aujourd'hui à toute reconnaissance. Lorsque la France reconnaît Israël en 1949, c'est dans un cadre juridique et dans un cadre de 2 résolutions des Nations Unies. Lorsque la France reconnaît le Kosovo, c'est dans le cadre d'une dynamique et d'un juridique international. Là, ce n'est qu'une reconnaissance symbolique. Oui, mais il y a 151 États. Il y a 151 États qui reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien. Bon. Moi, je rappelle quand même que les Palestiniens ont refusé 7 fois, 7 fois la solution à 2 États qui avait été acceptée par Israël. Mais pour revenir sur la fatigue démocratique, moi, j'écoute Ludovic et je pense que le remède à la fatigue démocratique, c'est aussi d'entendre cette France silencieuse dont on parlait hors antenne, c'est-à-dire ces Français qu'on n'entend jamais. Et je trouve que de ce point de vue-là, le témoignage de Ludovic est très édifiant parce que il y a aussi beaucoup de Français qui pensent comme nous, qui pensent comme Ludovic, et qui pensent que sur le frontispice de nos mairies, il n'y a un seul drapeau qui doit flotter, celui de la République française. Ludovic, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là. Est-ce que vous avez des discussions avec vos amis ? Est-ce que c'est un sujet qui revient ou pas du tout ? Oui, c'est un sujet qui est évoqué et je pense que la priorité des Français et de mes amis également n'est pas sur ça et que notre président de la République se mêle de choses qui ne nous regardent pas directement. Voilà, et ça vaut également pour l'Ukraine. Voilà, bien que le conflit soit également important, mais ce qu'il faut, c'est avant tout ce qui doit se passer, c'est avant tout derrière les rideaux, si je puis dire, c'est la voie diplomatique, c'est les échanges, c'est la négociation. Voilà. Et non pas là tout ce vacarme qu'on fait en important des conflits extérieurs qui au départ ne nous concernent pas, mais par contre la parole de la France a su être écoutée dans le passé et il faut qu'elle soit à nouveau écoutée. Mais ce que je crains par contre avec ce président qui est un peu qui lance parfois des pavés dans la mare et qui après ne se soucie pas des conséquences, c'est qu'en effet on fracture davantage la société qu'autre chose. Bien sûr, mais regardez le Liban. Regardez comment il était allé en chef de guerre pratiquement en annonçant qu'il allait soutenir le Liban. En fait, moi j'ai discuté avec un Libanais vendredi qui m'expliquait que les choses s'amélioraient. Et pourquoi ça s'améliore ? Parce que parce que Tsahal a mis à décapiter complètement le Hezbollah. Et merci à eux. Souvenez-vous des scènes de liesse au Liban quand il y a eu l'opération des beepers. Des beepers, absolument. Et encore, beaucoup de Libanais sont contents mais veulent pas le dire parce que effectivement Israël par rapport au Hezbollah a fait le sale boulot. Non, il y a une pour revenir sur ce que disait Ludovic à l'instant, la question c'est comment la France pourrait-elle être écoutée. Et le problème c'est d'Emmanuel Macron, c'est que en fait comme c'est un séducteur, il pense que juste en séduisant les uns et les autres ça va marcher. Mais ça marche pas sur la scène internationale, ça fonctionne pas comme ça. Il a essayé avec Donald Trump. Bon, ça n'a pas marché. Il avait reçu en grande pompe à la Tour Eiffel, etc. Il a essayé avec Poutine. Et voilà. Et finalement, le bilan diplomatique est catastrophique. C'est-à-dire, la France est chassée de tous les pays d'Afrique. Alors, c'est des tendances de fond auxquelles il n'était pas forcément évident de répondre. Mais enfin, le bilan est très négatif. Le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron, il faut le dire, il est très très mauvais. Enfin, il n'y a rien de consistant. Et le Liban a été un exemple. Il est allé expliquer aux Libanais ce qu'il fallait faire. Curieusement, ça n'a pas été très bien reçu. Il a expliqué aux Africains ce qu'ils devaient faire. Bizarrement, ils n'ont pas trop aimé. Il est allé maintenant expliquer aux Israéliens, et Dieu sait s'il y a à redire sur cette politique extrémiste du gouvernement Netanyahou. Eh ben, bizarrement, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Donc, il exprime, je crois, à cet instant, avec cette reconnaissance, il exprime une frustration. Pour moi, c'est une frustration la marque d'une impuissance, parce qu'il n'est pas crédible. Alors, mais il faut dire aussi quand même, en interne aussi. Hein. Oui, mais il faut dire un terrain de jeu en fait. Non, mais il faut dire aussi que la France a beaucoup moins qu'avant les moyens de sa politique étrangère. Si on n'avait pas un siège permanent au Conseil de sécurité et la bombe atomique, en fait, on est une puissance déclinante et assez moyenne. Je suis désolé de le dire au micro à propos de fatigue, mais c'est la réalité. Donc, on veut aussi boxer un peu au-dessus de notre catégorie, et ça, c'est la frustration, je pense, des
des chefs d'État. Au-delà de Macron, son successeur, ça ne sera pas beaucoup plus facile. Oui, mais on voyait hier dans le sondage IFOP pour le JDD que le président de la République est au plus bas dans les sondages. 17% d'opinion positive, de Français qui approuvent son action. Son action, on a le sentiment souvent qu'Emmanuel Macron n'est pas dans la bonne temporalité. C'est-à-dire qu'il dissout l'Assemblée nationale lorsque son camp est le plus faible. Il vient de perdre des élections européennes et il dissout l'Assemblée nationale. Là, il reconnaît l'État de Palestine à un moment où le conflit n'est pas clos, à un moment où ni les Israéliens, ni les Palestiniens, ni l'ensemble des pays du Golfe se mettent d'accord pour arriver à trouver une solution. On est dans une impasse diplomatique, dans un désastre humanitaire. Est-ce que c'est le moment de reconnaître symboliquement cet État ? Moi, je me pose la question. Le sujet, il est là, c'est qu'il est souvent à contre-temps. Et en étant à contre-temps, il porte la confusion auprès d'une majorité d'Européens et de Français. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que et très souvent, ce président de la République, on a le sentiment qu'il ne sent pas les choses. Non. Voilà, qu'il les fait un peu, il tire à hu et à dia. On a le sentiment qu'il écoute un peu le dernier de ses conseillers qui a parlé, mais sans vision, j'allais dire, stratégique de ce que pourrait être une politique nationale ou une politique étrangère. On continue de parler de cette décision d'Emmanuel Macron qui engage la France, et on aura Johan en ligne avec nous, et puis votre coup de cœur également, Alex, à propos de cette tribune d'artistes dans le Figaro. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio dans ce 10h midi pour commenter l'actualité. On a en ligne avec nous Johan. Bonjour, vous nous appelez de Malmort. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. Alors, vous vouliez réagir à cette reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron aujourd'hui à l'ONU ? Oui, je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit votre intervenant précédent, c'est-à-dire on est dans un décalage complet du président et il est vraiment à côté de ses pommes, quoi. C'est grave quand même où il amène la France, quand même, je trouve. Ouais. Il est en train de légitimer l'existence de l'État du Hamas, quoi. Bah oui, c'est juste parce qu'il ça. Il y a pas de réel, enfin il y a des conditions, mais qui sont des conditions finalement qu'il ne va pas prendre en compte, qu'il ne va pas. Il demande la libération des otages, ils n'ont pas été libérés à ma connaissance. Il ne la demande plus. C'est des conseils en fait. Oui. Non mais il ne la demande plus. Dans sa vidéo aussi. Dans sa vidéo. Pour dire l'ambassade, pour instaurer l'ambassade, il demande à ce que les otages soient libérés. Oui. Voilà, donc les otages ne sont pas libérés, il reconnaît un État, il ne sait pas où il va mettre d'ambassade, en tout cas pour l'instant il n'est pas question d'en mettre une. C'est un État qui aujourd'hui n'a pas un gouvernement voilà, qui est ce qu'il est, mais bon, du coup, c'est un gouvernement qui est reconnu comme quand même une organisation terroriste. Donc voilà, moi je me demande vraiment, qui le conseille, parce qu'il faut vraiment virer ces gens-là, ce sont vraiment des incompétents, et deux, lui, il faut qu'il parte aussi, parce que chaque jour qui passe, il prouve de plus en plus son incompétence sur les sujets internationaux, c'est gravissime. Oui, et à Malmort, est-ce que la mairie sera pavoisée avec les drapeaux palestiniens ou pas, à votre connaissance ? Je ne sais pas. Je sais que notre maire est une macroniste, donc est-ce qu'elle va vouloir suivre le mouvement, essayer de draguer la gauche sociale islamo-gauchiste? Je ne sais pas du tout. J'espère que non. Parce que ça aussi, je trouve ça complètement scandaleux. La mairie, c'est l'État français. C'est pas. Je veux bien sur la symbolique de la reconnaissance de l'État palestinien pour promouvoir la paix. C'est quelque chose dont je suis absolument favorable. Mais la mairie, ça reste l'État français, et le seul drapeau qu'il peut y avoir sur la mairie, c'est le drapeau français, quoi. Mais merci Johan d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Mais ce que vous disiez, je crois, Alex, tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a les préfets qui ont fait passer une circulaire qui disent vous devez retirer vos mairies, et vous avez des maires, vos mairies, vos drapeaux, et vous avez des maires qui, dans les médias, disent bah non, je ne
retirerai pas. Et on a pire même, on a le maire de Corbeil-Essonnes qui a distribué 1000 drapeaux palestiniens pour organiser véritable n'oubliez pas que les manifestation de haine. Vous le savez mieux que nous, mais les municipales, c'est bientôt. Voilà, donc c'est du clientélisme ouvert. Et je crois que ça, Ludovic l'a très bien dit tout à l'heure, évidemment que c'est pour satisfaire la rue arabe. Et quand le président de la République reconnaît l'État palestinien, eh ben, que se passe-t-il en réalité? La rue arabe, elle dit quoi? Elle dit, vous voyez, le Hamas a bien fait de faire le 7 octobre. Parce qu'en réalité, la conclusion de tout ça, c'est le terrorisme paix. Voilà. Pardon Alexandra, mais ils n'ont pas eu besoin d'attendre une reconnaissance de l'État palestinien par la France pour dire que le Hamas avait eu raison. Enfin, ça pullule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois et plusieurs années. Mais juste pour revenir sur le fait du drapeau et sur il n'y a pas de loi. Oui, il n'y a pas de loi. Donc chacun fait comme il veut. En attendant, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de Christian Estrosi qui avait affiché le drapeau israélien. Oui. La préfecture a demandé à le retirer, le tribunal a demandé à le retirer. Il y a l'exemple de ce préfet dans le 92, Alexandre Brugère, qui lui fait le combat à tous ses maires pour leur demander de retirer, qui va un par un demander aux mairies de retirer. Il n'est pas écouté. Non, la mairie de Malakoff. Les mairies sont même prêts à payer les amendes qu'on va leur imposer. Voilà. Effectivement, bon après chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend. Et sur l'initiative Johan, ce qu'il disait sur, moi je suis d'accord avec lui, que ça aurait pu être le moment de mettre en avant la Absolument. Paix. Et on peut reprocher tout ce qu'on veut à Anne Hidalgo, et on peut lui reprocher beaucoup de choses en ce moment, mais ce qu'elle a fait, elle l'a fait sur la Tour Eiffel, elle l'a pas fait sur le fronton de l'hôtel de ville, et elle a mis les 2 drapeaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne réaction. En tout cas, dans toutes les réactions qu'on a actuellement, c'est la moins pire. C'est la plus mesurée. Il y a également, il y a un maire courageux. Effectivement, elle ne l'a pas mis sur l'hôtel de ville. C'est important de le relever. Et les 2 drapeaux. Et on peut relever également l'attitude du maire de Saint-Ouen, qui est un maire de gauche. Monsieur Boimran, qui a mis les 2 drapeaux à Saint-Ouen. Et d'ailleurs, il a été invectivé sur les réseaux sociaux. C'est plutôt courageux de sa part, même s'il faut répéter inlassablement un seul drapeau sur le frontispice de nos mairies. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, hier après-midi, était très clair. Il a dit, pas de drapeau, un drapeau palestinien est contraire au principe de neutralité des services publics. Bien sûr. Voilà. C'est logique. On parlait de harcèlement, peut-être ça vous permet de passer. Jean-Pierre voulait dire un mot, puis après on passera juste une précision, parce que effectivement, le but ultime, c'est la coexistence de 2 États. Mais le problème, c'est que cette déclaration ne va rien permettre, rien changer. D'autant que des 2 côtés, ni du gouvernement israélien actuel, ni du côté du Hamas, il y a la moindre volonté d'avoir une solution à 2 États. Il y a une volonté pure et simple d'éradiquer l'autre pour aller pousser jusqu'au bout la violence pour obtenir la disparition de l'autre. Donc c'est ça le fond du problème. C'est pour ça que cette gesticulation, en réalité, ne permet rien. Et si le président de la République ne le savait pas avant de le faire, c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Ça ne devait rien changer. Par contre, peut-être une petite précision, parce qu'on l'a dit comme ça en passant, puis il y a eu, aujourd'hui, il y a 2 pôles. Il y a le Hamas d'un côté à Gaza, et il y a l'autorité palestinienne en Cisjordanie qui n'a pas d'autorité précisément. Absolument. Et plusieurs auditeurs évoquent aussi l'appel du Hamas à commettre des attentats en France sur le sol français. Donc au nom de la Palestine, au nom de la libération de la Palestine. Stéphane, mon auditeur fidèle, dit s'il y a un attentat au nom du Hamas en France, que fera Macron? Quelle excuse va-t-il trouver? Vous voulez revenir sur la pétition? Il a raison de dire ça, Stéphane, parce que on l'a dit rapidement, vous rentrez dans une période de fête juive qui va être assez longue pour la communauté juive, et c'est pas un secret. Les lieux de culte vont être surprotégés, encore plus déjà qu'ils sont protégés beaucoup habituellement, encore plus que d'habitude, parce qu'il y a une vraie menace et une vraie inquiétude de la part des pouvoirs publics. Effectivement, moi je voulais revenir sur la tribune qui a été publié vendredi dans le Figaro par plusieurs artistes, politiques aussi, enfin très peu de politiques. Je crois qu'il y a 20 personnalités dans la tribune, notamment Arthur, Charlotte Gainsbourg, qui est victime depuis vendredi d'un harcèlement en ligne considérable de la part même d'une élue de la République, Rima Hassan, qui a été chercher qui elle suivait dans ses followers pour dire que elle était pour la fin du peuple palestinien. Or quand vous lisez l'État palestinien, quand vous lisez la tribune du Figaro,
ils ne disent pas qu'il ne faut pas reconnaître l'État palestinien. À aucun moment, c'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit qu'il faut la conditionner, ce que disait le président de la République Emmanuel Macron depuis le 7 octobre 2023, qu'il faut la conditionner au moins, à la libération des otages. Et c'est une tribune de gens courageux. Vous avez cité Charlotte Gainsbourg. On y retrouve aussi Philippe Torreton, qui est un immense comédien. Et plein d'autres personnalités qui ont eu le courage de dire on est pour la reconnaissance de deux États, c'est ce qui est écrit dans cette lettre, mais pas à n'importe quel prix. Ce qu'on essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Et surtout de dire, c'est peut-être pas le bon moment. On est à quelques jours du 7 octobre, à quelques jours des 2 ans. Franchement, quel message ça envoie? Non, mais vous savez, il y a une façon très simple d'arrêter cette guerre à Gaza. Libérer les otages. Oui. D'accord. Mais... Libérer les otages. Mais oui. Ah oui, mais et on les oublie beaucoup, je trouve. Il reste 48 otages, on ne sait pas combien sont encore en vie. Je rappelle à vos auditeurs qu'il y a un rassemblement tous les vendredis, justement, pour demander la libération des otages et pour qu'on ne les oublie pas au Trocadéro, tous les vendredis à midi. Parlons donc de Monsieur Zucman. Alors, les Français sont pour taxer les riches. C'est comme on est contre la guerre. C'est une chose qui va de soi. C'est Monsieur Arnaud qui a interpellé Gabriel Zucman en le traitant de dangereux militant d'extrême gauche, des affrontements qui sont qui montrent là aussi un clivage assez important, et je pense qu'il n'y a pas grand chose qui comprend, il y a pas grand monde qui comprend exactement ce que contient cette taxe Zucman au-delà de taxer les riches. Mais le problème, il faut d'abord partir du fait qu'effectivement, vous l'avez rappelé, une très vaste majorité des Français est favorable à cette taxe, peut-être sans avoir regardé exactement en quoi elle consistait. C'est un point qui a son importance, y compris chez les adhérents ou les sympathisants LR. Alors, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de justice sociale qui est exprimé. Mais moi, j'ai envie de dire, vous savez, je suis pas un milliardaire, je vais m'exprimer un peu personnellement, je suis pas un milliardaire, mais aujourd'hui, on me dirait, exceptionnellement, tu donnes 2% de ce que tu as pour cette année, on va réformer l'État, on va rétablir l'équilibre des finances publiques, on va remettre la France à plat. Je crois que je dirais oui. Je dirais oui, même avec plaisir. Enfin, ça me ferait pas spécialement plaisir de les donner, mais je saurais pourquoi je le fais. Le problème de cette taxe, c'est qu'elle n'est pas articulée à un plan pour remettre l'État d'aplomb. Et donc, du coup, ça deviendra... Le robinet coule toujours. C'est pas donc 2% cette année, c'est 2% d'un impôt qui est quand même sur le patrimoine. Donc, c'est un caractère qui, en fait, est spoliatif. Voilà. Et donc, et qu'il n'y a aucun plan... Mais je crois d'ailleurs d'aucun parti politique pour remettre réellement les finances publiques à plat et dire aux Français on va repartir. Et la fatigue que vous évoquiez en début d'émission, elle tient peut-être à ça. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en fait, on va rajouter de la taxe à la taxe, mais on ne va pas résoudre le problème. Mais non, c'est ce qui m'interroge aussi, c'est-à-dire qu'on ne nous parle pas de réformer quoi que ce soit. On est en train d'essayer de mettre des pansements sur une jambe de bois, en gros. Alexandra Spinner. Oui, sur le fait que les Français approuvent cette taxe. D'abord, je pense qu'effectivement, la plupart n'en connaissent pas réellement les conséquences, les détails. Mais ce qui est certain, c'est que les Français y vivent la réalité d'un appauvrissement général. Voilà. Et donc, on leur propose une solution qui semble pouvoir changer leur vie. Donc, évidemment, ils disent pourquoi pas. Donc, il faut pas y voir une adhésion des Français à Monsieur Zucman. Mais il faut rappeler quand même un fait objectif. Monsieur Zucman, il défend une ligne politique. Il a quand même soutenu le programme économique du NFP. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Donc, voilà, moi, j'ai rien à dire de plus. Et sinon aussi que il y a toujours la théorie. Vous savez, les professeurs d'économie, ils vivent dans un monde virtuel.
Mais la réalité, ce sont les chefs d'entreprise, les gens qui travaillent au quotidien, qui sont confrontés aux réalités économiques du pays. Citons par exemple l'exemple de Monsieur Barre, Raymond Barre. Tous les étudiants en économie ont entendu parler de Monsieur Barre. Est-ce que vous pensez que Monsieur Barre a changé la réalité économique de notre pays? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a été un ministre efficace pour les finances publiques de la France? Est-ce qu'il a assaini nos comptes? Non. Voilà, c'est la réalité entre la pratique et la théorie. Alors, Pourtant, il était déclaré meilleur économiste de France par Giscard. Oui. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, mais dites-nous ce que vous en pensez. Oui, taxer les riches, est-ce qu'il y aura des conséquences? Est-ce que vous y pensez? Et on attend évidemment vos réactions, 0826 300 300. On aura Xavier en ligne avec nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Heure midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Nous parlons de cette taxe Zuckman. Alors Xavier, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Sud Radio. Vous nous appelez de Floirac. Oui, Floirac en Gironde, à côté de Bordeaux. Gironde, absolument. Donc vous vouliez réagir aux propos de Bernard Arnault. Oui, écoutez, je dirais à Bernard Arnault qu'il crée son parti politique, puisqu'a priori il veut faire de la politique, il veut contrôler et diriger la France. Et c'est plus sain de lancer son parti politique que d'acheter la presse et les médias pour essayer d'influencer l'opinion publique et de manipuler la population française. En plus, moi, j'ai eu quelque chose que je trouve assez savoureux et assez fascinant, et je pense que ça ne trompe pas les Français, c'est la réaction des chiens de garde de la caste des milliardaires, notamment, qui s'expriment très largement dans les médias pour défendre les milliardaires et pour dire non, il faut pas les taxer. Bon, les Français ne sont pas dupes, les Français ont bien compris ce à quoi on avait affaire. On a affaire à une situation extrêmement grave où une toute petite part de la population s'enrichit de plus en plus de manière délirante, alors que notre pays s'enfonce dans la pauvreté et l'abîme. Et cette petite caste qui détient la presse et les médias essaye de nous faire croire que tout va bien, Madame la Marquise, et qu'il va falloir nous serrer la ceinture. Alors bon, je pense que les Français ont bien raison, vous voyez, de droite et de gauche. Là, il n'y a plus de clivage partisan qui existe, qui prédomine. Ça gêne un peu les politiciens d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que on est bien conscient qu'il va falloir rétablir un peu de justice sociale et fiscale dans notre pays si on veut pas que nos écoles et nos hôpitaux et notre police et notre armée finissent complètement à la rue. Mais est-ce que c'est la question que posait Jean-Pierre Denis, c'est-à-dire qu'on va taxer, mais on a un robinet qui coule non-stop d'argent qui s'en va. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attaquer plutôt aux dépenses que d'aller chercher des gens qui vont essayer de mettre un seau, je sais pas, je trouve pas la parabole pour le coup, l'image qui expliquerait, mais on va taxer encore plus alors que la problématique vient quand même des dépenses ou de la mauvaise gestion de l'État. C'est-à-dire que là, on est en train de montrer du doigt des gens qui font tourner la France malgré tout, parce que je crois que Bernard Arnault est le premier contributeur aujourd'hui en termes d'impôts. En termes d'emploi, c'est l'un des plus élevés. 3 milliards d'impôts en France en 2023 quand même, grâce à monsieur Arnault. Mais ceux qui font tourner la France, ce sont aussi ses salariés. Oui, bien sûr. Non, mais c'est les salariés, mais c'est l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que s'il décide de partir et qu'il va, j'ai n'importe quoi, en Belgique ou en Italie, ce sera toujours ça de moins et pour l'État français et pour les entreprises. Je vous écoute, Xavier. Pas d'autres personnes pour le remplacer. En fait, il faut mais ce sera des riches aussi. Cet argument. Il ne faut pas avoir peur de cet argument parce que on s'aperçoit que les entreprises ont intérêt à rester en France pour faire du profit. Par ailleurs, ce que vous présentez comme le tonneau des Danaïdes des finances publiques, je vous aide dans l'image, voilà, oui, je cherchais. Dans la métaphore. En fait, ça c'est un peu un jeu de dupes, si vous voulez. J'essaye de m'expliquer. L'essentiel de la dépense publique, c'est pas la dépense de l'État et des ministères. L'essentiel de la dépense publique, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance maternité, l'assurance chômage. Ces 4 systèmes d'assurance dans notre pays, ils sont publics. Mais quand vous allez à l'étranger, par exemple aux États-Unis, les gens en fait vont avoir un salaire net qui est plus élevé, avec moins de cotisations sociales, mais ils vont cotiser auprès d'assurances privées. Et quand on compare les pays, dans les PIB, la dépense qui est liée à ces assurances contre les risques de la vie, en fait, elle est la même, qu'on soit par système d'assurance privée ou d'assurance publique, c'est toujours à peu près les mêmes proportions en part de PIB. Donc c'est un faux débat, cette histoire-là. Non, c'est pas un faux débat. C'est juste comment on veut financer notre modèle social. Est-ce qu'on veut permettre à nos enfants
d'aller à l'école? Est-ce qu'on veut permettre à nos personnes âgées d'avoir une retraite décente? Et comment on finance ce système? C'est ça la question. Alors, on va vous répondre, Xavier. Juste une chose sur les médias. Vous attaquez les médias qui appartiennent à Monsieur Arnaud, sauf que le Parisien fait quand même globalement plutôt bien son boulot et donne même très bien son boulot et donne la parole à tout le monde. Et je vous défie d'aller dans la rédaction du Parisien et d'arriver à imposer quoi que ce soit à des journalistes. Franchement. Et quant à Monsieur Zuckman, à ma connaissance, il n'a été invité, il n'est allé que sur les médias de service public. Donc ça pose. Il a été chez Quotidien aussi. Ça pose. Oui, il est allé sur TMC, Quotidien. Le problème de Monsieur Zuckman, pour moi, c'est qu'il vient tout seul. On ne le voit jamais débattre avec d'autres personnes sur ce qu'il propose. Mais juste pour répondre sur le modèle de financement de notre sécurité sociale, et effectivement, c'est vrai que c'est la plus grosse dépense. Xavier a raison sur la sécurité sociale. Seulement, cette dépense, on l'a jamais adaptée. On l'a jamais fait évoluer, ce mode de fonctionnement et ce mode de financement depuis 1948. Je crois que c'est la création de la sécurité sociale par le général de Gaulle. Son mode de fonctionnement n'a jamais été retravaillé, et le problème, c'est que vous avez une évolution démographique qui s'est complètement inversée depuis 1948, puisque vous parlez, Xavier, du chômage, vous parliez de la retraite. Oui, mais ça s'est inversé, en fait. Vous savez, ce chemin en entonnoir s'est inversé de l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'actifs et que vous avez de moins en moins de financement et de plus en plus de retraités à qui il faut payer les indemnités. Et juste, je terminerai par une chose. C'est que sur Monsieur Arnaud, moi ça serait intéressant quand même qu'on puisse voir ce qu'il crée comme richesse, parce que Alexandra le disait, 3 milliards d'impôts payés par an, oui, mais combien d'emplois? Vous savez combien d'emplois il crée en France? 40 000 je crois à peu près, Monsieur Arnaud. 40 000, et puis vous avez ce qu'on appelle le ruissellement, c'est environ 150 000 à 200 000 personnes qui travaillent. 215 000 personnes qui travaillent pour lui en France. Voilà, indirectement c'est 215 000, puisque c'est 40 000 je crois dans ces groupes. C'est quand même énorme et gigantesque. On peut pas d'un revers de la main dire il faut que les riches y payent pour faire plaisir et faire du populisme. Alors, je vous donne la parole, mais on a Pascal qui voulait répondre, qui a entendu Xavier. Visiblement, ça vous a fait bondir, Pascal. Bonjour. Oui, bonjour. Ça m'a fait tout à fait bondir. D'abord, je voudrais dire, je ne suis pas quelqu'un de riche, et je commence à en avoir assez d'entendre dire qu'il faut toujours taxer les riches. Taxer les riches, taxer les riches. Il faudrait peut-être aussi faire chacun un petit peu d'économie, arrêter de pleurer toujours pour avoir des chèques et des chèques et des chèques, et applaudir au contraire toutes ces personnes qui investissent en France, qui créent des emplois et qui n'ont pas volé leur richesse. C'est surtout l'outil de travail qui prend de la valeur. C'est pas forcément que leur patrimoine, même si effectivement ces gens-là ont énormément d'argent. Et tant mieux pour eux. Ils créent de la richesse. Ils n'ont rien volé à personne. Ils travaillent. Et je crois que tout le monde devrait travailler, payer aussi un petit peu d'impôts, et surtout qu'on arrête les dépenses, et les dépenses, et les dépenses, pour faire plaisir à tout le monde. Il faut mettre l'État au régime, quoi. C'est ça, en fait. Exactement. Et arrêter de dire que tout le monde est pour cette taxe humaine. Moi, autour de moi, j'ai très peu de gens qui sont pour. Je crois qu'on interroge toujours les mêmes personnes et on entend toujours les mêmes personnes. C'est ce que je voulais dire. Merci Pascal d'avoir pris votre téléphone pour appeler Sud Radio. Jean-Pierre. Non mais moi je voudrais revenir aussi. Enfin là-dessus, ce sont des sondages. Alors on peut dire que les sondages sont pas fiables. En fait, ils sont quand même assez c'est plutôt rigoureux. C'est un sondage. Oui. Voilà, donc on a quand même 4 Français sur 5 qui sont plutôt d'accord avec cette taxe. Encore une fois, il faudrait vérifier ce qu'ils entendent par cette taxe. Moi, juste pour revenir sur ce que disait Xavier, on a un modèle social qui nous convient, il faut le rappeler, il nous convient depuis longtemps, il est très redistributif. On prélève quand même 42%, je crois, ou 43% de la richesse nationale pour la redistribuer en service public, en service, effectivement, santé, enfin toute cette couverture sociale. Et effectivement, quand on compare, par exemple, le prix des médicaments en France avec le prix des médicaments aux États-Unis, on a un système qui n'est pas si inefficace que ça. Le problème, c'est qu'il n'est plus financé. C'est-à-dire qu'actuellement, il est financé en grande partie par la dette. Quand vous arrivez à un État où la dette va être un poste de dépense plus important que l'éducation nationale, à ce moment-là, il y a un problème. On ne peut pas dire le contraire. Donc, il est là, en fait, le problème. Il est sur le déficit. Il n'est pas sur le modèle social. Je pense que les Français sont tous attachés à ce modèle social. Et il n'est pas sur la justice sociale, parce que tout le monde est attaché à la justice sociale dans ce pays. Il devrait porter en réalité sur les moyens d'assurer cette justice sociale, qui ne sont pas nécessairement cette taxe,
qui en fait peut être inefficace, voire absurde. Mais vous voyez, Monsieur Zuckman, dans sa réponse à Bernard Arnault, dit Monsieur Bernard Arnault ne paye pas, le milliardaire ne paye pas ou presque pas d'impôt sur le revenu. C'est totalement faux. Bernard Arnault paye près de 1 milliard. Attendez, je trouve plus le chiffre. Il est le premier contribuable individuel en France. 3 milliards d'impôts. Mais on joue sur les mots, parce que l'impôt sur les... Non, mais il y a l'impôt sur les sociétés, mais il y a son impôt à lui aussi. Il y a l'impôt physique, l'impôt sur le patrimoine. Et l'impôt sur le patrimoine, donc il paye... Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. Non, mais on peut juste quand même revenir à la base. Zuckman, c'est un gadget de l'extrême gauche. Il faut quand même le dire. À un moment, sa taxation du stock, elle conduit quand même à un collectivisme entrepreneurial. C'est ça la réalité. Le message, c'est créer votre boîte et in fine, elle appartient à l'État. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'écart entre l'Europe et les États-Unis se creuse. Et si on entrave la capacité de réinvestir dans l'économie, on condamne notre souveraineté économique, technologique et politique. Mais qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ce besoin de justice sociale il est légitime, qui est vraiment très important dans notre pays pour exprimer de justice sociale. Et Xavier a raison de le rappeler, mais je pense que c'est simplement la mauvaise solution. Mais dans l'autre sens, quand un Français sur 2 pratiquement ne paye pas l'impôt sur le revenu, elle est où la justice sociale ? Je pense que le sujet, c'est pour moi Zuckman, c'est un marronnier. C'est-à-dire que depuis 10 ans, vous avez uniquement 25% des Français qui considèrent qu'ils profitent de la mondialisation et 75% qui vous disent voilà, on subit cette mondialisation, on n'en profite pas. Donc il y a un sujet chez les Français nécessaire de justice sociale et fiscale. Et ils se disent, regardez, en 1990, les 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises, c'était 6% de notre PIB. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. Donc les Français le voient, ça, le perçoivent. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, évidemment, moi, je dis que c'est un marronnier, parce que l'État, le gouvernement, se cache derrière la taxe Zuckman pour ne pas réformer. Parce que le sujet, c'est il faut réformer l'État. Bien sûr. Il faut repenser le rapport au travail. Il faut repenser le rapport aux jeunes et aux plus âgés qui doivent continuer à rester sur le marché du travail. On doit faire les grandes réformes structurelles. L'État doit se recentrer sur ses priorités régaliennes. Tous ces sujets qui sont des sujets de fond, on ne les aborde pas et on vous met en avant la taxe Zuckman. La taxe Zuckman ne résout rien. La taxe Zuckman, c'est quoi ? C'est entre 5 et 15 milliards. Pas plus. Et on revient à notre sujet de départ de diviser les Français, de créer, de cliver. Mais sachons juste que 99% des entreprises en France sont des PME et des PMI. Absolument. Et à chaque fois, on revient sur ces grandes entreprises françaises. Oui, mais il y a un vrai c'est sujet. l'heure du journal. N'essayez pas. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va continuer ce débat passionnant sur la taxe Zuckman. Effectivement, à tout de suite. Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous pour ce 10h midi. Nous commentons l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube, votre chaîne Les Indécis. Alexandra Spiner, enseignante, déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, créateur de la lettre d'information Théopolitique. Et Brice Sokol, vous êtes politologue, essayiste. Et je rappelle votre dernier livre avec Frédéric Dabi, Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube. On va passer à ce qui a retenu à vous votre attention, auditeur, non pas auditeur de Sud Radio, à vous, éditorialiste, mais vous pouvez évidemment également réagir. Alexandra, vous aviez un coup de cœur ou un coup de... Non, plutôt un coup de gueule. Un coup de gueule, oui, un coup de gueule pour un exemple parmi tant d'autres de la France des CERFA, le mal français. Une jeune fille originaire de Marseille, âgée de 13 ans et demi, est privée de formation en bac pro, couture, parce qu'elle est en avance d'1 an sur son cursus scolaire. Alors elle faisait partie des jeunes gens chanceux, heureux, qui avaient obtenu leur premier choix sur Parcoursup. Elle, c'était une formation professionnelle couture. Elle est excellente au lycée Jean-Baptiste Brochier. Tout allait bien pour elle. Elle est passionnée de mode. Elle veut se destiner au métier de la mode, elle fabrique des vêtements dans son temps libre, tout allait bien, eh bien non, elle est beaucoup trop jeune pour utiliser les machines à coudre
qu'elle utilise dans son espace, dans son temps privé déjà depuis longtemps, et elle a dû donc être exclue de ce lycée pour retrouver son choix numéro 2 sur Parcoursup. Voilà, je trouve que c'est assez représentatif de tout ce que nous nous imposons comme contraintes inutiles. Alors évidemment, il faut des règles, il faut de l'encadrement, mais on a bien vu ce que ça nous a rapporté d'échapper à des règles trop contraignantes avec les Jeux Olympiques, avec la restauration de Notre-Dame. Donc j'espère vraiment que le rectorat, le ministre, la ministre de l'Éducation nationale pourront trouver une solution adaptée à cette jeune fille, parce que l'annonce que qu'elle est trop jeune pour suivre cette formation pendant 3 ans est totalement absurde. J'ai vu cette histoire, effectivement, elle a le tort d'être précoce. Non, mais elle a le tort d'être trop douée. Elle est précoce, elle est douée, elle a quand même cette chance incroyable, et moi qui m'occupe d'orientation, je peux vous dire que c'est quand même extraordinaire. Voilà une jeune fille qui est sûre de ce qu'elle souhaite faire, qui a trouvé son chemin, qui est une orientation qui est validée par ses parents, puisque ses parents la soutiennent dans ce choix, et patatrac, rien n'est possible. Je trouve qu'on est dans l'absurdie absolue, on est dans l'école technocratique version formulaire CERFA, et c'est insupportable. C'est la culture historique française, c'est-à-dire qu'on est un pays centralisateur, on a un pays, il n'y a pas de dérogation possible. Voilà, où chacun est dans sa case, et dès qu'on veut sortir d'une case, on n'y arrive pas. Non, mais c'est insupportable. Ça, c'est vraiment un mal français. Mais complètement, voilà une gamine douée, comme vous le disiez, Jean-Pierre. C'est insupportable. J'espère que le rectorat et Madame la ministre de l'Éducation nationale vont trouver une solution pour cette jeune fille. Il y a encore une ministre de l'Éducation nationale. Démissionnaire, la ministre démissionnaire. Je ne voulais pas être désagréable pour l'encourager à trouver une solution. Qui a dit qu'elle ne voulait plus être ministre puisqu'elle voudrait effectivement aller à la Cour des comptes. Eh bien, avant qu'elle retrouve la Cour des comptes, si Madame la ministre pouvait trouver une solution pour cette jeune Anaïde, qui fait honneur à notre pays par son talent. Sinon, elle fera un rapport à la Cour des comptes sur les mérites de l'apprentissage et de l'enseignement technologique. Absolument. Jean-Pierre, un coup de cœur, un coup de gueule ? Je ne sais même pas si c'est un coup de cœur, parce que c'est un soulagement. L'actuel Premier ministre a dit qu'il allait mettre en extinction, j'ai même du mal à prononcer à votre micro, mais c'est assez rigolo comme expression, comme s'il s'agissait d'une espèce animale, le service national universel. C'est-à-dire, en fait, la grande idée d'Emmanuel Macron de rétablir d'une certaine façon une forme de service national. Moi, ça fait 25 ans que je suis ce sujet, parce que quand j'étais à l'époque rédacteur en chef à La Vie, j'avais un directeur de rédaction qui s'était passionné pour le service civique obligatoire, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et je peux vous dire que dès cette époque-là, en fait, on savait que ça marcherait pas, parce que déjà, le monde associatif, le monde syndical, les organisations étudiantes, tout le monde était contre, et que de toute façon, on savait déjà, parce que ça remontait à Jacques Chirac, qu'avec la fin du service militaire, on n'avait plus les infrastructures pour accueillir ces jeunes. Donc ça fait 25 ans qu'on en parle, on a mis pas mal d'argent sur la table, ça a permis à quelques jeunes de vivre une expérience un petit peu différente. Je résume là, parce qu'il y a eu plein de formes, service civique, service des formes plus ou moins militaires, plus ou moins obligatoires. En fait, ça ne peut pas marcher, parce que rien n'est adapté dans notre société, et peut-être que tout simplement, on pouvait mettre toutes ces sommes dans l'éducation nationale pour mieux former les jeunes. Voilà, c'est un beau gâchis. C'est une idée d'Emmanuel Macron, mais largement portée par Gabriel Attal. C'est ça qui est délirant. Il en est à l'origine, et donc Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu font, à mon avis, un joli cadeau à justifier pour Gabriel Attal et sa nouvelle majorité, mais son nouveau parti, quoi. Mais c'est bien antérieur à eux, ça fait 25 ans qu'on en parle. Non, mais c'est le propre des macronistes. Ils ont chaque année une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité. C'est vraiment moi je dis, c'est la politique du coucou. Voilà Monsieur Attal, qui est quand même un macroniste parmi les macronistes, qui maintenant se retourne contre ce mentor, qui bientôt, je l'invite à prendre sa carte au LR. Je crois qu'il serait tout à fait capable de changer de conviction au gré de... Non, mais voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi il y avait tout l'état-major d'ailleurs de Renaissance qui était là. Il y avait Gérald Darmanin, il y avait... parce qu'ils préparent leur reconversion. Il y avait le congrès de rentrée de Renaissance tout le week-end, donc je crois qu'ils se sont réunis tous ensemble. C'était, il me semble, de mémoire à Arras.
et ils se sont réunis tous pour faire leur congrès de rentrée en quelque sorte. Oui, mais avec un discours un peu dissident quand même de Gabriel Attal. Oui, mais parce qu'il faut aller chercher les voix. À s'affranchir, à tuer le père. C'est la politique, il faut aller chercher les voix là où elles sont. Et Gérald Darmanin a quand même, c'est vrai, un réservoir de voix qui peut être intéressant et important pour lui au sein de Renaissance. Oui, voilà. Mais lui aussi veut être président. Oui, mais ils veulent tous être président. Moi, je me réfléchis là, je vous cache pas, je réfléchis à savoir si je veux pas être président. Oui, c'était un congrès. Tout le monde n'était pas là. Il y avait très peu de ministres. D'ailleurs, la numéro 2 du parti, qui est la ministre de l'Éducation nationale, qui aspire à prendre la Cour des comptes, n'était pas là. Voilà. Donc il n'y avait pas un monde... Avant de régler le cas d'Anaïs. Absolument. Donc c'est vrai que Gabriel Attal est dans une position extrêmement difficile parce que sa rupture avec le président de la République date des dernières élections législatives. Ils n'avaient pas tout à fait la même stratégie, notamment sur le front républicain. Qu'aujourd'hui, il a besoin, lui aussi, comme tous les autres, de se mettre en rupture avec leur mentor pour préparer l'après. Et c'est vrai que c'est difficile à la fois d'avoir servi pendant des années le président de la République et à 2 ans de l'échéance présidentielle de vouloir créer une rupture. Donc ça va être extrêmement difficile pour un certain nombre de macronistes de se reconvertir soit à la droite, soit à gauche. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron avec François Hollande à l'époque, et donc ils pensent qu'ils peuvent renouveler l'opération. Mais je pense qu'on est rentré dans le temps des radicalités aujourd'hui, et que le contexte politique, social et économique n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Oui, bien sûr, mais là, il y avait déjà un besoin de rupture, mais effectivement le besoin de rupture s'est fait au centre. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et cette fois-ci, il va être dans l'autre sens. Moi ou le chaos, disait Emmanuel Macron. Moi ou le chaos. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on voit bien avec Alexandra de Monsieur Attal que la marque de fabrique des macronistes, c'est de n'avoir aucune conviction. Parce que la conviction du lundi n'est pas celle du mardi, et on voit bien que tout change au gré des promesses électorales. Nathalie nous dit tous des is no good. Effectivement, pour ceux qui ont la culture de cette bande dessinée, is no good voulait être calife à la place du calife, effectivement. Et Martine nous dit, et l'autre, quand est-ce qu'il va nommer son gouvernement ? Ça, c'est une autre question. Pardon ? Début octobre. Début octobre. Il n'y a pas d'obligation, donc il peut le nommer même en novembre, s'il en a envie. Le problème, c'est qu'il nous faut un budget, normalement. La vraie question, c'est celle-là. C'est la question du budget. Il nous faut un budget pour la fin de l'année. Mais si vous l'avez pas, vous repartez sur le budget de 2025. Absolument, les budgets de 2025. Les Belges s'en sortent très bien. Ils peuvent rester 1 an sans gouvernement, le temps que des formateurs, des informateurs, des précurseurs, des regardeurs puissent essayer de se rassembler une majorité. Le regardeur, c'est un terme que j'ajoute. Il est pas. Mais le premier formateur, il existe vraiment. J'aime bien ce terme de regardeur. Mais c'est vrai qu'avant de constituer un gouvernement, il faut savoir avec qui et sur quelle base, et avoir un programme. Vous savez, juste une information, les proches de Sébastien Lecornu doutent de plus en plus qu'il réussisse ce pari, alors qu'ils étaient tous très très joyeux au moment de sa nomination. Ça fait 10 jours. Et je peux vous dire qu'en interne, ils doutent de plus en plus sur le fait qu'il va réussir, et qu'on ne se dirige pas malheureusement encore vers un changement de Premier ministre, parce que le budget sera le premier texte. Juste une remarque, ce qui est intéressant chez Sébastien Lecornu, c'est qu'il n'aborde pas le budget comme l'avaient fait Barnier et Bayrou. C'est-à-dire, Barnier et Bayrou calculaient le budget de l'année qui vient sur des tendances. Vous vous souvenez, c'était 60 milliards pour M. Barnier, et c'était 44 milliards pour François Bayrou. Et là, on va être à 30. Alors, lui, il revient sur l'ancienne méthode, c'est-à-dire qu'on calcule le budget de l'année N+1 sur l'année en cours. Donc c'est différent. C'est pour ça qu'il n'annonce pas forcément un chiffre absolu, même s'il dit entre 30 et 35 millions. Non, mais c'est intéressant. Ça peut passer. C'est une autre méthode. C'est une rupture par rapport à ce qu'on fait et M. Barnier et M. Bayrou. Mais est-ce que ça peut passer pour autant ? On va en reparler dans un instant, et on aura également votre coup de gueule, Brice. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, à 11h30. Nous recevrons un grand nom de la télévision, Marie-France Brière. Alors, c'est plutôt une femme de l'ombre, mais elle publie ses mémoires, absolument, et c'est absolument passionnant. Brice, un coup de gueule. Coup de gueule, moi je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs, mais ils le savent mieux que moi, sur le niveau actuel du marché de l'automobile et sur le prix des bagnoles. Vous savez que le prix des voitures a augmenté de 24% entre 2023, les voitures neuves, depuis 2023. Non, mais ce qui est un vrai scandale. C'est-à-dire, alors, les constructeurs vous disent, alors, il y a des raisons à ça.
vous disent, premièrement, c'est la législation européenne qui nous contraint. Bien sûr. C'est une partie de l'explication. Vous avez eu l'inflation. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inflation. L'inflation qui a engendré le surcoût du prix des matières premières. Donc, mais l'inflation aujourd'hui, depuis un an, tout va très bien, madame la marquise. Et troisièmement, vous avez les marges des constructeurs automobiles qui ont augmenté. Conséquence de tout ça, entre 20 et 28%, donc 24% en moyenne. Conséquence, c'est que les classes populaires et les classes moyennes n'achètent plus de voitures neuves. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès au marché de la voiture neuve. Donc, ils utilisent des voitures qui ont 10, 15, 20 ans. Donc, on est en France sur un marché de la voiture vieillissant. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, on parlait tout à l'heure de l'impôt, de la fiscalité, c'est que la voiture, ça rapporte 400 millions d'euros de recettes à l'échelle européenne. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de l'Union européenne, mais on a ouvert le marché européen aux constructeurs chinois. On a voulu passer de manière très rapide au tout électrique, au lieu de temporiser, de le faire progressivement, de permettre à notre industrie automobile européenne, française, notamment allemande et italienne, de s'adapter à ce nouveau marché. Non, on l'a fait subitement, nous n'étions pas prêts, et on a ouvert la porte à l'industrie automobile chinoise, et on a mis à mal et en faiblesse notre propre industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre industrie automobile est en faiblesse, les Français n'ont plus les moyens d'acheter des voitures hybrides ou électriques, et les pouvoirs publics devraient s'emparer de ce sujet. Mais c'est un énorme sujet. Et ça, moi, ce que vous évoquez, ça me rappelle ce qui est arrivé à l'industrie textile. Exactement, on a ouvert avec des accords qui favorisaient le consommateur, effectivement, à court terme, qui permettaient d'avoir des vêtements pour pas cher, et il n'y a plus d'industrie textile. Et il faut espérer que c'est pas ça qui va se produire à l'industrie automobile, mais au rythme où ça va, on peut se poser des questions, parce qu'effectivement, les constructeurs chinois sont en train véritablement de s'imposer sur le marché européen. Pour la même histoire, ce sont des normes aberrantes qui portent un coup fatal à notre industrie, et là, en l'occurrence à notre industrie automobile. Moi, j'ai été assez frappée, j'ai fait beaucoup de routes ce week-end, j'ai été assez frappée de voir l'état des voitures. Oui. C'est marrant que vous me disiez ça, parce que ça m'a frappé. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est le nombre de gens qui téléphonent. Des gens avec le téléphone à la main, en particulier dans des camions. Vous avez vu la décision du préfet des Landes, absolument, mais moi je suis pour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi aussi je suis supprimer pour. Le retrait suspension du permis pendant 6 mois, à partir du moment où quelqu'un est pris en train de téléphoner. J'ai vu des gens faire des selfies, parler en visio, avoir le téléphone dans une main, le volant dans l'autre, en FaceTime, oui, ou enfin, c'est invraisemblable. Ouais, mais des fois ils le mettent sur haut-parleur et ils le tiennent dans la main pour. Et des voitures avec des plastiques à la place des vitres, des voitures qui sont dans un très sale état. Il y a un vieillissement du parc automobile français. Oui, mais c'est exactement ce que disait. Oui, absolument. On n'a pas les moyens de s'acheter des voitures neuves. On n'a plus les moyens de s'acheter des voitures neuves, et pire encore, on n'a plus les moyens de les réparer. Je voudrais rappeler quand même que l'industrie automobile, c'est 7% de nos emplois en Europe qui sont menacés. 7%. C'est énorme. Parce qu'on parle dans l'industrie automobile, mais il y a tous les sous-traitants à côté. Et tous les sous-traitants qui sont souvent, je reviens à notre ouvrage avec Frédéric, dans les villes, dans les villes moyennes, dans les petites villes. Et tous ces gens vont disparaître progressivement. Donc il y a un vrai sujet d'emploi, c'est un sujet aussi d'aménagement territorial. Voilà, et puis c'est un sujet, c'est l'accès à la mobilité. C'est aussi ça. On peut pas. Moi qui suis un provincial, quand on parle de transport public, c'est très bien. Quand on parle d'éco-partage, c'est très bien. Mais sans voiture, en province, c'est une inégalité sociale criante. Complètement. Oui, mais il faut prélever les plus riches. Voilà, c'est la solution à tous nos problèmes. Est-ce que Zucman pourrait être une solution ? Non, mais on parle de l'industrie qui en parle dans notre pays aujourd'hui. Non, à chaque fois qu'on a un problème, il faut aller prélever les plus riches. D'ailleurs, sur la taxe Zucman, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, cette taxe Zucman, en février dernier. Repoussée au Sénat. Et qu'elle va être proposée, qu'elle va être discutée au Sénat à partir de jeudi. Alors, a priori, elle ne sera pas votée puisque la majorité est LR, mais c'est quand même qu'il y a un chemin sur cette taxe Zucman, et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus sans avoir de débat de fond. Et je dis ça avec du cynisme. Il faut taxer les plus riches, mais en réalité, il faut mettre l'industrie plus en avant. Il faut aller chercher des patrons beaucoup plus pour les forcer, entre guillemets, c'est pas le bon
bon terme, mais pour les inciter à investir sur notre territoire. Et c'est ce qu'on ne fait absolument pas. Ah oui, mais absolument pas. L'industrie automobile, c'était un des fleurons de l'industrie française. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu l'Europe qui est passée par là. Non, c'est pas que ça. Il y a une rupture. Il y a aussi des ruptures technologiques avec des fabricants de batteries chinois qui se sont mis à fabriquer des voitures. Donc il y a quand même Oui, mais pendant que la Chine subventionne sa filière, nous, on est en train de crever sous des contresens technologiques, des contresens idéologiques et des contraintes complètement délirantes. Ils ferment leur marché aux voitures européennes, la Chine. Eux, ils n'ont aucun problème avec ça. Bien sûr. Voilà, nous par contre, on l'ouvre et on est sympa et on en revient toujours à la défense. Bien au contraire, de notre souveraineté. Je suis pour l'ouverture du commerce, mais en fait, il faut que tout le monde ait les mêmes règles. C'est pareil pour les agriculteurs. Avec la loi du plomb, tout le monde s'est félicité du fait que il y ait une pétition à 1,5 million de signataires. C'est très bien, ça fait vivre la démocratie. Je suis pour, mais il faut que tout le monde ait les mêmes règles dans ces cas-là. Pourquoi les agriculteurs européens travaillent avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes? C'est pareil pour le marché automobile. Oui, Jean-Pierre. Non, mais il y a quand même le problème du consommateur qui n'a pas toujours les mêmes intérêts que le salarié et qui veut acheter aussi moins cher. Donc c'est aussi un problème assez difficile à résoudre. Mais je suis absolument d'accord sur la réciprocité des règles et l'ouverture inconditionnelle à la Chine. C'était pareil dans les panneaux solaires. On a détruit l'industrie du panneau solaire. Maintenant, on est entièrement dépendant des Chinois, enfin massivement dépendant. Ouais. Et moi, je vois venir ça dans l'automobile, ça va être effectivement 7% du PIB, ce que vous rappeliez comme chiffre, ça va être une hécatombe. Ouais. Camille me dit, ma 106 de 30 ans, je la garde précieusement car les réparations sont pas chères, mais au fur et à mesure, les jeunes ne sauront plus les réparer. Et voilà, les passionnés de mécanique, ça n'existe quasiment plus. Et j'ai vu ce week-end quelqu'un qui avait une Micra, une petite voiture avec 500 000 kilomètres. À la campagne. Parce les gens gardent leur voiture. Bien sûr qu'ils gardent leur voiture, évidemment, parce que d'abord ils y sont attachés. Et puis, je connais le cas d'une infirmière en Corrèze où tout un village s'est mobilisé pour financer les travaux de sa voiture, parce qu'évidemment, dans le cadre de son travail, elle a besoin de se bouger. Un mot. Juste, vous voyez, ça passionnait votre. Non, mais j'ai un exemple familial concret. Ma mère a acheté une voiture, elle a 78 ans, elle a acheté une voiture entre guillemets moderne, elle ne sait pas s'en servir. Non, mais ce que je veux dire, c'est intéressant. Il y a le rapport entre les seniors un peu âgés et le rapport à la technologie. Mais attendez, sans être c'est un vrai sujet à aussi aborder. Donc je vous raconte ma vie, mais donc elle n'utilise pas sa bagnole. Elle est neuve, elle n'utilise pas parce qu'elle ne sait pas bien l'utiliser. Moi, j'ai loué une voiture pour faire de la route ce week-end, puisque donc vous saurez tout de mon week-end. On ne sait pas tout encore. J'ai mis un quart d'heure avant de démarrer la voiture. C'est-à-dire que je vous assure, la boîte de vitesse n'était pas, c'était une automatique. Mais c'était une voiture vraiment les boutons n'étaient pas ceux que je connaissais. La radio, j'ai connecté mon téléphone, ça m'a mis mon téléphone, donc j'avais plus la radio. J'étais dépassée par cette. C'est pour ça que vous avez commencé l'émission en parlant de fatigue. Absolument. En fait. C'est de la fatigue démocratique, mais il va falloir se former pour utiliser les voitures de demain, d'aujourd'hui et de demain. Je comprends tout à fait. Allez, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média avec Gilles Gansman. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.